Si tu savais, cette phrase vient se graver au plus profond de moi. Je ne l'oublierai jamais. Et surtout, jamais je n'oublierai la manière dont je l'ai ressentie. Elle portait la souffrance et le calme confiant de qui sait tout. Elle résumait à elle seule l'épreuve qui allait imprimer notre quotidien quelques mois plus tard, à tout jamais. En 2005, à Paris, Anne-Dauphine et Loïc sont comblés d'un bonheur presque idyllique. Après leur fils Gaspard, qui aura bientôt 4 ans, et leur fille Thaïs, 2 ans, ils attendent un 3e enfant pour la mi-juillet. Leur vie professionnelle les épanouisse et ils s'aiment profondément. La vie leur sourit. Sauf que depuis cet été sur la plage, un petit grain de sable vient entraver cette quête du bonheur parfait. En regardant les traces des petits pieds de Thaïs sur le sable mouillé, ils ont constaté qu'elle marche d'une manière spéciale. Son pouce s'évertue à tourner vers l'extérieur. En rentrant chez nous à Paris, on a consulté un médecin qui nous a dit qu'il n'y avait rien. Donc on a consulté un autre, jusqu'à ce qu'on se retrouve quelques mois plus tard, exactement le jour des 2 ans de Thaïs, dans le cabinet d'un neurologue à Paris, dans un grand hôpital, et qui nous a annoncé que c'était pas un petit grain de sable qui allait venir contrarier notre bonheur, c'était un véritable tsunami qui débarquait dans notre vie à ce moment-là, que notre petite fille parfaite jusque-là, elle était en fait atteinte d'une maladie génétique orpheline dégénérative, qu'elle fêtait ses 2 ans et qu'il lui restait peu de temps à vivre, quelques mois ou quelques courtes années dans le meilleur des cas. Leucodystrophie métachromatique. Tel est le nom de cette maladie génétique orpheline. Anne-Dauphine et Loïc sont tous les 2 porteurs sains d'une anomalie génétique. Ils ont transmis le gène défectueux à Thaïs. Cette maladie détruit progressivement tout le système nerveux. Aucun espoir de guérison pour Thaïs. Et le futur bébé a un risque sur 4 d'être atteint lui aussi. Thaïs ne pourra bientôt plus marcher, plus parler, plus voir, plus entendre, plus bouger. Que lui restera-t-il ? Dans son livre « 2 petits pas sur le sable mouillé », Anne-Dauphine raconte. Nous avons partagé la nouvelle avec Gaspard et Thaïs. La nuit a été difficile. On ne voudrait jamais se réveiller. Dormir toujours pour éviter d'affronter la vérité. Quelle tentation! Au milieu de ce chaos, un moment de grâce ouvre une fenêtre et laisse entrer la lumière. Thaïs souffle ses 2 bougies et ouvre en riant ses cadeaux. Nous sommes le 1er mars 2006. Et on a réalisé à ce moment-là que les enfants ont cette belle spontanéité de vivre juste l'instant présent, et que passer les larmes, c'était en effet le jour de l'anniversaire de Thaïs, et qu'il n'y avait objectivement aucune raison pour que l'instant d'après on ne fête pas son anniversaire. Je crois qu'on n'a jamais fêté un anniversaire comme ça. On en a fait un peu trop, oui. On a chanté trop fort, on avait des larmes à cacher, mais c'était un très bel anniversaire et surtout, on a osé être heureux. Voilà. Et c'était la première fois qu'on osait être heureux au milieu d'un drame, et je crois que ça a imprimé quelque chose en nous. Oui, on a le droit d'être heureux même si on est éprouvé en fait.
Et du coup, à la fois instinctivement et à la fois en prenant exemple sur les enfants, on s'est mis un peu dans cet état d'esprit de vivre minute après minute, jour après jour, dans l'instant présent. Parce que moi, je sais très bien qu'à partir de ce moment-là, j'ai un peu coupé toute projection, tout projet, en se disant il faut se concentrer sur le tout de suite maintenant, parce que sinon, on ne va pas y arriver, quoi. Le combat reprend chaque matin au réveil. Pour ne pas sombrer, nous nous accrochons aux gestes simples du quotidien, comme à une bouée de sauvetage. Thaïs reste la même petite fille, charmeuse, chahuteuse, espiègle, très volontaire. En quelques jours, nous constatons des signes évidents de sa maladie. Ses mains tremblent. Elle a du mal à reboucher un feutre ou à lever sa cuillère. Quelques semaines après l'annonce, presque sans s'en rendre compte, nous franchissons une étape déterminante. Nous avons rendez-vous avec un professeur spécialisé dans les leucodystrophies. Nous voulons en savoir plus sur la maladie. Quels sont les paliers de dégradation? Comment la mort survient? Quand on sait, on a moins peur. Thaïs nous accompagne. Mais il est impossible de répondre à toutes les interrogations. La médecine ignore encore bien des choses dans ce domaine. La maladie est trop rare. Elle ne touche qu'un enfant sur plusieurs dizaines de milliers. Et là, je crois qu'on s'aperçoit tous les deux, au fond de notre cœur et face à notre petite fille qui est là, qui est devant nous, qui n'a rien à faire pour la guérir, mais qui a des choses à faire dans sa vie. Et on ne se sent pas dans l'impuissance pour ajouter de la vie à ses jours. C'est une phrase d'un professeur qui s'appelle le professeur Bernard, qui a initié les soins palliatifs en France et qui dit « Quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. » Et à ce moment-là, on dit à Thaïs qu'on va tout faire pour qu'elle ait une belle vie. On lui dit, elle a entendu ce qui allait se passer, on lui dit que c'est évidemment pas ce qui se passe dans la vie des autres petites filles, mais que c'est sa vie à elle, et on lui promet que sa vie sera belle, qu'on fera tout pour que sa vie soit belle, et surtout qu'elle manquera jamais d'amour. Anne-Dauphine et Loïc travaillent tous les deux à Paris. Le quotidien avec la maladie de Thaïs devient vite effréné. Un véritable parcours du combattant entre l'école de Gaspard, la nounou de Thaïs et les séances de rééducation. C'est alors qu'un réseau de bonne volonté, familiale ou amicale, se tisse autour de la famille et permet que la vie s'organise. Cependant, la maladie évolue brutalement. Désormais, Thaïs ne marche plus du tout. Mais le pire ne se voit pas, il se vit douloureusement. La maladie plonge Thaïs dans des douleurs neuropathiques, qualifiées d'inhumaines. Le seul remède pour l'apaiser est une liste impressionnante de médicaments. C'est vrai qu'on n'avait pas compris que Thaïs allait souffrir. Puis elle a commencé à avoir mal, à être gênée. Et un jour, j'étais à côté de Thaïs et elle criait très fort, elle avait mal, donc je lui ai donné ses médicaments. Et puis en attendant que les médicaments fassent effet, je suis restée à côté d'elle, impuissante, à la regarder souffrir et à souffrir de la voir souffrir en fait. Et puis comme à chaque fois que je la voyais souffrir comme ça, il y a un moment où on n'en peut plus. Il y a un moment où les tympans se vrillent, où le cœur se retourne et c'est trop. Et dans ce cas-là, moi j'ai qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Honnêtement,
je demande que sa vie s'arrête à ce moment-là, parce que c'est intenable. Puis je lui dis, Thaïs, tu sais, si t'en peux plus là, t'as le droit de demander que ça s'arrête. T'as le droit de dire que tu veux plus vivre, enfin. Et ma petite Thaïs, qui avait 2 ans et demi, quand je lui ai dit ça, elle s'est tue, elle a arrêté de crier. Alors je me suis demandé ce que j'avais dit, ce que j'avais fait. Alors elle était toute rouge, toute congestionnée, elle retenait ce cri. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'elle me disait, moi ça va. Moi je gère. Oui, j'ai mal, mais tout à l'heure j'aurais plus mal. Maman, si ça te fait trop souffrir, je vais pas te le montrer, je vais te protéger. Alors j'ai réalisé qu'un enfant, ça protège pas ses parents, qu'on ne peut pas y aller dans ce sens-là. Et je me suis rappelé qu'on n'est pas impuissant face à la souffrance. On a toujours une capacité, c'est d'aimer. Et face aux douleurs inhumaines de Thaïs, je crois que j'ai fait preuve, nous avons fait preuve, parce que toi aussi, à d'autres, quand tu en as été témoin, d'un amour inhumain, d'un amour qui dépassait tout ça. Et grâce à Thaïs, dans ces moments-là d'extrême souffrance, j'ai réalisé qu'il y avait un remède face à la souffrance, c'était l'amour. Thaïs n'a jamais autant dit « je t'aime » avant de perdre la parole, un matin. Elle s'est tue définitivement. Son silence nous intimide et nous fait souffrir. Comment va-t-on faire pour communiquer ? J'ai envie de crier pour elle. Mais Thaïs nous regarde silencieusement et son silence semble nous dire « Faites-moi confiance ». Quand on la voyait évoluer dans sa maladie, ce qui était bluffant, c'est qu'elle vivait ça avec un tel naturel. Ça paraissait si évident, en fait, pour elle, alors qu'effectivement, à chaque étape, on pouvait avoir une appréhension, une peur. Et en fait, il suffisait de la regarder vivre, de voir la façon dont elle vivait, on se disait, voilà, c'est normal, c'est naturel pour elle. Donc forcément, ça nous a beaucoup aidé à accepter, à vivre tout ça et à avancer avec elle. C'était vraiment incroyable de voir ça. Un jour, elle a perdu la vue. Et c'était une de mes grandes craintes parce que je me projetais aveugle. Et je me suis dit, mais moi, si je perds la vue, c'est le cauchemar. Comment on fait pour évoluer dans le monde quand on ne voit plus ? Et j'ai constaté, enfin on a constaté avec un grand étonnement que Thaïs, elle vivait ça très naturellement. Et là, on a réalisé que Thaïs, elle ne faisait pas que subir sa maladie de façon passive en disant je ne peux rien faire. Je crois que ça, c'est là où elle nous a fait rentrer dans une autre dimension. C'est que Thaïs, elle a consenti à sa vie. Elle s'est fait confiance, je crois qu'elle avait confiance, puis elle avait aussi confiance en nous. Et elle nous a invités à lui faire confiance dans cette perte de communication. Peut-être que justement la perte des sens de communication classique, ça nous a obligés à aller plus loin dans la relation. Et parfois, justement, le fait de pouvoir voir, entendre, parler, on en reste là. Et alors que là, on était obligé d'aller plus loin si on voulait garder ce contact avec elle, parler de cœur à cœur, d'âme à âme, sans nos sens habituels. Elle a réussi quelque chose d'insensé, c'est de nous faire oublier tout ce qu'on savait pour communiquer. On a dû tout oublier pour s'adapter à elle. Je me rappelle même un jour, elle était donc sur son lit, et puis elle a soupiré d'une certaine façon, et je lui ai dit, oui, moi aussi je t'aime. C'était pour moi mais incontestable que ce soupir, c'était un je t'aime. Je le percevais, c'était vraiment une communication de l'amour, mais ça demande, oui, je crois que ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité de s'approcher vers une petite fille comme Thaïs en lui disant, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je connais, mais là, pour venir vers toi, j'oublie tout là. Face à toi, je ne sais plus rien, alors apprends-moi. Je crois qu'on a inversé les rôles. C'est pas nous qui lui avons appris à parler, c'est pas nous qui lui avons appris à voir, c'est elle qui nous a tout appris. « 29 juin 2006. Moment de bonheur absolu. Gaspard et Thaïs ont une nouvelle petite sœur, Asilis.
C'est le miracle de la vie. J'oublie tout. L'horreur de la maladie qui te menace, Asilis, la crainte de l'avenir. Cependant, le sommeil ne vient pas cette nuit-là encore. La joie de la naissance est bien présente, mais elle se teinte d'une ombre lourde, la peur. Une semaine après la naissance, la sentence tombe. Asilis est atteinte, elle aussi. Quand on est revenu ici à la maison, on venait d'apprendre cette nouvelle, on était encore sous le choc. Je me souviens, on s'est assis tous les deux là, dans ce canapé. Effondré, on s'est servi un whisky, un deuxième whisky. Et puis, je me souviens très bien avoir senti à ce moment-là qu'on n'était pas deux dans ce canapé, on était trois. Et ça a été d'un réconfort, d'une douceur incroyable de se dire, voilà, Dieu, il est là avec nous, il est à côté de nous, il est en train de pleurer avec nous, il est en train de compatir avec nous, il n'est pas là-haut, loin, absent. Moi, je l'ai vraiment ressenti presque physiquement, là, à côté de nous, et pleurant avec nous, souffrant avec nous. Quand on a su qu'Asilis était malade, moi, ma plus grande souffrance, c'était de voir que Loïc n'avait pas réagi. Il était vraiment comme un automate, il ne disait pas un mot, alors que moi, je pleurais, je manifestais beaucoup ma peine. Et en fait, ce qui m'a fait le plus peur ce jour-là, c'était, je me suis dit, on va se séparer, enfin, on n'avance plus ensemble, là, il ne réagit pas, il pète un plomb, enfin, c'est trop pour lui. Et en fait, quand j'ai vu qu'il pleurait, quand j'ai vu cette larme dans ses yeux, je me suis dit, on est sauvés. Et ça paraît, quand j'y repense, ça paraît insensé que ce jour-là, ma plus grande préoccupation était notre couple, mais parce que je savais que si on restait bien ensemble, bien unis, on arriverait peut-être, on optimisait nos chances de gravir cette montagne, alors que si on se séparait, ça faisait une épreuve de plus. Et puis, on a aussi réalisé qu'on vivait chacun notre souffrance d'une manière différente, Anophine comme femme et moi comme homme, avec des façons de l'exprimer différentes, de l'exprimer ou pas d'ailleurs de façon différente, et que c'était important qu'on puisse se retrouver dans la souffrance, qu'on puisse partager cette souffrance, se consoler mutuellement, et du coup de pouvoir dire je compatis, je pleure avec toi, je souffre avec toi, et toi dis-moi comment tu souffres. Et je crois que ce jour-là, en pleurant ensemble, on a décidé de tout faire pour rester ensemble, toujours. Alors oui, c'est vrai, c'est loin des contes de fées, mais on a décidé de s'aimer. Oui, l'amour, c'est souvent une décision en fait. Même si nous on a eu un coup de foudre, on a dû ensuite décider de s'aimer, décider de tout faire pour rester ensemble. On s'est encordés l'un à l'autre. On a aussi, du coup, fait attention à se garder des bulles ou des parenthèses de vie à deux, à des moments même qui paraissaient pas du tout le bon moment. Et du coup, de ne pas être accroché comme une huître sur son enfant qui est malade. Je crois que la plus grande difficulté dans la vie d'une mère, c'est de lâcher prise, de laisser son enfant, de le laisser vivre. C'est vrai qu'à un moment, à la Pentecôte, Thaïs, on nous annonce qu'elle est en train de mourir, qu'elle vit vraiment ses derniers instants. Et moi qui m'étais toujours dit, je serai là, je l'accompagnerai, je ne peux pas la laisser partir. En fait, je m'accroche désespérément à elle. Bon, elle n'est pas morte ce jour-là, mais... Et puis il y a aussi ce babyphone que j'ai branché finalement en me disant, je vais essayer de la garder tout le temps à l'oreille pour pouvoir courir si jamais j'entends qu'elle vit ses derniers instants et être là. Et à ce moment-là, le médecin qui suivait Thaïs à la maison, la dernière année de sa vie, elle était en hospitalisation à domicile, me dit, il faut que vous la laissiez vivre. Alors je trouve ça épouvantable, cette phrase, je l'ai détestée, j'ai détesté le médecin quand elle m'a dit ça. Je dis, mais comment est-ce que vous osez? Elle me dit, ne vous imposez pas en toutes circonstances. Enfin, elle me l'a dit avec beaucoup de tact, j'ai compris, elle a cité des exemples d'enfants qui décident de mourir à l'instant où leur maman va acheter un sandwich ou leur maman sort de la pièce. Elle dit, Thaïs, elle ne peut pas partir, elle ne peut pas aller dans un coin, elle ne peut pas se cacher. Laissez-la vivre, laissez-la
choisir, laissez-la. Il n'y a rien de plus difficile que de laisser vivre son enfant. Et en débranchant ce babyphone ce soir-là, et puis jusqu'à la fin de la vie de Thaïs, j'ai plus eu de babyphone pour l'écouter respirer. Oui, je crois que je l'ai laissé vivre et je lui ai dit, c'est ta vie et vas-y ma chérie. Marseille, dans le sud de la France. 4 mois de moments doux et rudes à la fois. C'est là qu'Anne-Dauphine et Loïc ont dû s'expatrier en famille 5 semaines après la naissance d'Azilis. Grâce à une greffe de moelle osseuse dans un hôpital marseillais, Azilis a gardé la vie. Cependant, la greffe n'a pas stoppé la maladie. Azilis est aujourd'hui une petite fille très handicapée, avec une espérance de vie incertaine. Azilis, on lui a promis qu'on l'aimerait toute sa vie comme elle était. Quels que soient les résultats de cette greffe, de cette tentative de guérison, on lui dit tous les jours, à travers tous les gestes qu'on fait pour elle, qu'on l'aime comme elle est. Et je crois qu'elle nous comble de bonheur comme elle est. Une semaine seulement après notre retour à Paris, Thaïs recommence à souffrir terriblement. Nous sommes submergés par la progression effrayante de ces douleurs. Une violence qui force les médecins à revoir sans cesse leurs médications pour que Thaïs ne souffre plus. La maladie s'attaque au dernier rempart. Les 2 filles sont hospitalisées à domicile. Azilis, après son intervention, est consignée dans sa chambre, dans l'attente de découvrir le monde qui se cache jusqu'à présent à ses yeux. Thaïs, elle, décline progressivement. Les infirmières dispensent les soins, non pour guérir, mais pour adoucir la vie. J'aime la capacité de Thaïs à capter tous les moments heureux. Malgré l'altération de toutes ses facultés, je constate que le cœur de ma petite fille sait encore se gonfler de tendresse et de joie. Je n'ai pas vu dans cette petite fille que des manques et que des moins. Ce qu'elle perdait, elle le gagnait autrement. Elle le gagnait dans une densité de vie qui nous a dépassés. Je crois que Thaïs, elle nous a appris à aimer. Elle nous a appris à aimer avec un grand A. Et je me rappelle une anecdote que j'aime particulièrement, qui pour moi pourrait résumer Thaïs. C'est un jour où je suis rentrée dans sa chambre et c'était vraiment vers la toute fin de sa vie où elle avait moins de possibilités de bouger. Elle arrivait juste encore un peu à bouger la tête de quelques centimètres. Et instinctivement, elle tournait toujours sa tête du côté de la personne qui rentrait dans la pièce. Donc je suis rentrée un jour dans sa chambre. Donc elle a tourné la tête. Donc je me suis positionnée à côté d'elle. Et j'ai commencé à lui parler. Et puis à ce moment-là, elle a tourné la tête de l'autre côté. Donc j'ai fait le tour du lit. Et j'ai continué à dire, voilà, Thaïs, je suis là. Hop, elle a retourné la tête du côté inverse. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'au moment où j'ai commencé à m'inquiéter. Et puis à m'attrister aussi en me disant, voilà, une autre petite séparation, un autre petit deuil à faire. Elle ne nous perçoit plus dans l'espace. C'est alors qu'Anne-Dauphine entend un petit ronronnement reconnaissable entre tous. Thaïs rit. Elle riait en ronronnant. Et donc quand j'ai entendu ce bruit très significatif, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle rit? Et j'ai compris qu'elle jouait à cache-cache. J'ai compris que c'était sa façon. Elle a toujours aimé jouer à cache-cache. Depuis qu'elle était toute petite, c'était son jeu préféré. Et que c'était la façon qu'elle avait trouvée pour jouer à cache-cache, juste de faire disparaître
l'autre de son champ de perception. On a un peu retrouvé notre âme d'enfant grâce à Thaïs. Et c'est grâce à une toute petite fille. Je crois que Thaïs, moins elle a, plus elle est et plus elle devient. Plus elle perd ses capacités, plus son âme d'enfant se développe, plus la petite fille qu'elle est se révèle et plus on a envie de l'aimer en fait. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, son être avait une densité, comme tu disais, une intensité incroyable, quoi, qui est paradoxale, effectivement, parce qu'elle n'était physiquement qu'un corps allongé sur un lit qui ne pouvait quasiment plus bouger, hein, et pourtant, elle avait une présence qui était étonnante, quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont venus, des amis, proches, éloignés de la famille, tout ça, qui sont venus passer un moment ou un autre dans l'appartement. Et il y a beaucoup de gens qui rentraient avec un peu d'appréhension dans la chambre de Thaïs et qui ressortaient avec une paix un peu surnaturelle, quoi, qui disaient c'est incroyable, on est bien à côté de Thaïs. On peut rester 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, on se sent bien, on se sent en paix. C'est tellement insensé. La force de cette petite fille, dans une telle fragilité, que tout d'un coup, on sait d'où vient cet amour-là. C'est une évidence, mais c'est la plus grande évidence de ma vie. C'est que c'est l'amour, de l'amour pur, de l'amour absolument divin, dont Thaïs a été un bel instrument. Je pense que Thaïs a été un bel instrument de cet amour divin. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, on avait vraiment le sentiment qu'elle n'était plus qu'un diffuseur de Dieu, un tuyau par lequel on avait l'impression d'avoir une petite porte vers le ciel dans cette chambre, à travers Thaïs. Et nous, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais on a vécu la vie de Thaïs, quand on la relit, quand on la comprend, comme un cadeau, vraiment comme un magnifique cadeau qu'on a reçu. Et que Dieu nous ait confié cette petite fille et la vie qu'elle a eue, c'est un immense cadeau qu'il nous a fait. C'est dans le silence de la nuit de Noël que Loïc et Anne-Dauphine ont recueilli le dernier souffle de Thaïs. Elle avait 3 ans 3/4. 1 an après sa mort, Loïc et Anne-Dauphine ont donné la vie à un 4e enfant. Une folie d'amour. Il s'appelle Arthur et il est en bonne santé. Pour ce mois, nous pouvons prier pour toutes les familles éprouvées par l'accueil d'un enfant avec handicap et aussi pour nous, que nous puissions accueillir le plus petit et nous recevoir de lui. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 2 à 4. Appelant un enfant, Jésus le plaça au milieu d'eux et dit : « Celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. »